Internet est vraiment un péril pour les jeunes? C'est la grande question, et pour y répondre, on va décortiquer ensemble un rapport clé de l'Institut Montaigne. Alors allons-y. Voilà la question centrale. D'un côté, on a un outil incroyable pour apprendre, pour socialiser, et de l'autre, un espace avec des dangers bien réels. On va donc plonger dans les données pour essayer d'y voir un peu plus clair. Pour commencer, un chiffre qui plante tout de suite le décor, 90%. C'est la proportion des 15-34 ans qui sont ce qu'on appelle des mobinautes. En gros, ils se connectent à Internet quasi exclusivement via leur smartphone. Ça veut dire qu'Internet, ce n'est plus un endroit où l'on va de temps en temps, c'est un espace que l'on habite en permanence. On entre donc dans ce que le rapport de l'Institut Montaigne appelle une nouvelle réalité. Pour les jeunes générations, il n'y a plus vraiment de séparation entre la vie réelle et la vie en ligne. Non, les deux sont complètement imbriqués et forcément, ce qui se passe sur les réseaux a des conséquences très très concrètes. Et on l'a bien vu pendant le confinement. Cette dépendance au numérique a été exacerbée et avec elle, les risques. Le résultat, une augmentation de 20% des appels aux lignes d'écoute pour le cyberharcèlement. Ce n'est pas rien, 20%. C'est un vrai signal d'alarme. Alors justement, de quel péril parle-t-on exactement? Le rapport en liste plusieurs, mais on va se concentrer sur les plus importants. La cyberviolence et la désinformation. Ce sont vraiment deux menaces qui pèsent lourd sur les plus jeunes. La cyberviolence, qu'est-ce que c'est au juste? C'est un acte agressif, intentionnel, mais dont l'impact est démultiplié par la puissance et la viralité du numérique. L'élément clé à retenir ici, c'est vraiment l'intention de nuire. Et là, le chiffre est saisissant. On parle de plus de la moitié des jeunes en France qui a déjà fait face à une forme de cyberviolence. Ce n'est donc pas du tout un phénomène marginal. C'est une expérience qui est devenue malheureusement presque banale. Et attention, les menaces évoluent. On ne parle plus seulement d'insultes en ligne. Le deepfake, par exemple, c'est une toute nouvelle forme de manipulation. Imaginez des vidéos truquées, mais ultra réalistes, utilisées pour humilier, harceler ou pire, pour diffuser de fausses informations. C'est une technologie qui rend la notion de preuve et de vérité extrêmement compliquée. Et ce qui est crucial, c'est l'effet cumulatif de tout ça. L'exposition répétée à des contenus violents ou à de la désinformation peut enfermer les jeunes dans ce qu'on appelle des bulles de filtre. Vous savez, quand on ne voit que des contenus qui confirment nos propres croyances. Et ça peut mener à ce que le rapport nomme le radicalisme informationnel. C'est une sorte d'embrigadement progressif qui se nourrit de la viralité des contenus les plus extrêmes. Bon, face à ces dangers, qu'est-ce qu'on fait? Le rapport propose une stratégie en plusieurs axes. Le premier, et c'est sans doute le plus important, c'est l'éducation. L'idée, c'est de donner aux jeunes les outils pour devenir des internautes avertis, critiques. Il y a déjà des choses qui existent, bien sûr. Le permis Internet en primaire, la certification PIX au collège et au lycée, ou encore le travail de longue date du Clémy sur l'éducation aux médias. Mais ce sur quoi le rapport insiste, c'est la nécessité de systématiser tout ça, de renforcer ces approches, pour que l'esprit critique devienne un véritable réflexe face à n'importe quel contenu en ligne. Là, il y a un décalage assez intéressant à noter. D'un côté, on a presque 90% des parents qui pensent faire le nécessaire à la maison. Mais de l'autre, 2/3 de ces mêmes parents estiment que l'école, elle, n'en fait pas assez. Ça montre bien une chose, l'effort individuel, même s'il est indispensable, ne suffit pas. Il faut une réponse structurée, systémique, de la part de l'éducation nationale. Mais l'éducation, ça ne peut pas tout faire. Le deuxième pilier, tout aussi crucial, c'est la responsabilité des plateformes. C'est indispensable de rendre les espaces numériques eux-mêmes plus sûrs. Cette citation, elle est très parlante. Elle décrit le cœur du problème, l'opacité. Les plateformes communiquent beaucoup sur leurs efforts, mais il est quasi impossible de vérifier de manière indépendante si c'est vraiment efficace. On est face à une sorte de boîte noire et on est un peu obligé de les croire sur parole. Et forcément, quand on arrive à mesurer un peu, les résultats sont décevants. D'un côté, on a les plateformes qui signent des codes de bonne conduite. Et de l'autre, une étude menée par le Haut Conseil à l'égalité qui montre que seulement 8% des contenus sexistes qui avaient été signalés ont été retirés. L'écart entre la promesse et la réalité est juste abyssal. Alors si on creuse un peu, les taux de modération sont vraiment bas. Mais le chiffre qui choque le plus, c'est celui de YouTube. Dans le cadre de ce test, la plateforme a retiré 0% des contenus sexistes signalés. Oui, 0. Ça pose quand même de sacrées questions sur l'efficacité et peut-être même la volonté réelle derrière les systèmes de modération. Alors, face à cette opacité et à ce manque de résultats, le rapport propose de changer complètement de méthode. L'idée, c'est d'aller s'inspirer de ce qui se fait dans un autre secteur tout aussi crucial, la finance, où la régulation est beaucoup plus stricte.
Et la proposition 10 est vraiment au cœur de cette nouvelle approche. D'abord, obliger les plateformes à financer des audits externes et indépendants de leur propre système. Et ensuite, donner aux régulateurs le pouvoir de mener des stress tests, un peu comme on fait pour les banques, pour voir comment les algorithmes réagissent en direct face à une vague de désinformation ou de harcèlement. Le but est simple, il faut ouvrir cette fameuse boîte noire. Bon, en conclusion, revenons à notre question de départ. Après avoir examiné les risques, mais aussi les pistes de solutions, quel est le verdict final ? Le rapport de l'Institut Montaigne propose une vision assez équilibrée qui s'articule autour de 3 verbes d'action: prévenir, accompagner et responsabiliser. C'est une approche globale qui ne cherche pas un coupable unique, mais qui souligne que chaque acteur de cet écosystème a son rôle à jouer. Donc non, au final, Internet n'est pas un péril en soi. C'est un outil, un environnement. Le véritable enjeu, ce n'est pas de diaboliser la technologie, c'est de construire tous ensemble les garde-fous nécessaires, que ce soit au niveau éducatif, réglementaire ou technique, pour en faire un espace d'opportunité et pas un espace de menace. La question qui reste ouverte est donc la suivante. Comment est-ce qu'on bâtit un monde numérique qui offre plus d'opportunités que de menaces pour la génération qui arrive ? C'est un défi de tous les instants, qui demande une vigilance constante de notre part à tous. Merci d'avoir suivi cette analyse.